Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les décideurs de l'emploi. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec un peu de retard aujourd'hui, exceptionnellement pour cause d'un incident technique. Comme tous les mardis, en direct sur Décideur TV et sur MyTF1 News, nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Xavier Olliel, directeur commercial France de LinkedIn Talent Solutions, l'activité recrutement de LinkedIn, le premier réseau mondial social professionnel, et également Christian Gury, conseiller en gestion de compétences et de carrière. Messieurs, bonjour. 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 Alors, 7 millions pour LinkedIn, 8 millions pour Viadeo, c'est le nombre d'utilisateurs revendiqués par les deux principaux réseaux sociaux professionnels en France. Et selon le site Région Job, un site d'emploi en ligne, c'est même pas moins de 42% des Français qui seraient utilisateurs d'un réseau social et ils y passeraient près d'1h30 de temps par jour. Pour autant, c'est Harris Interactive qui nous le dit, étude parue en début d'année 2014, seulement 20% des actifs y recourraient dans leur démarche de recherche d'emploi et uniquement 8% des recruteurs embaucheraient réellement via ces plateformes. Alors, les réseaux sociaux professionnels sont-ils un levier efficace pour trouver un emploi? C'est la question des décideurs de l'emploi du jour. Alors pour commencer, je me tourne vers vous, Christian Gury. Comment peut-on définir un réseau social professionnel? Eh bien écoutez, tout le monde connaît le réseau de façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire de rencontrer des gens dont vous pouvez avoir besoin ou qui peuvent vous recommander auprès de leurs propres amis. Les réseaux sociaux sur Internet sont simplement des outils qui permettent de faciliter et d'élargir votre communication sur cet aspect réseau. Mais alors, Xavier Olliel, comment ça marche concrètement? Par exemple sur LinkedIn, comment vous établissez cette connexion entre peut-être des demandeurs et des offreurs d'emploi? Donc, pour rebondir sur ce que dit Christian, définition pour LinkedIn d'un réseau social, je vais revenir sur la mission de LinkedIn qui est de connecter tous les professionnels du monde entier afin de les rendre plus productifs et plus efficaces. Donc en fait, on a 277 millions de membres. Ça, c'est dans le monde? C'est dans le monde, 7 millions en France, comme vous l'avez dit. Et en fait, si vous voulez, il faut voir ça comme si on prend une image un peu technologique et une base de données, il y a des entités et des relations. Donc là, dans le contexte de nos membres, l'entité, c'est le membre, et puis ils vont développer des relations entre eux. Il y a qu'est-ce qu'ils font en fait sur LinkedIn? On peut factoriser la valeur ajoutée de notre réseau en 3. L'identité, qui est le membre, donc il peut développer son identité professionnelle, on va y revenir tout à l'heure, en donnant des meilleures pratiques. La deuxième valeur ajoutée, c'est le réseau, qui vous connaissez en tant que professionnel. Et le troisième élément qui est hyper important, encore méconnu par nos membres, c'est toute la partie contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir développer des contenus, les partager au sein de son réseau. Donc si je vous entends, le réseau, ce serait à la fois se connecter à un réseau de premier contact et qui lui-même peut-être avoir un second réseau de contact et également échanger des informations avec eux. C'est cette double dimension, à la fois je suis en relation mais également je partage de l'information. Exactement, c'est ça. Il y a un point qui est important, c'est que c'est dans la mission, la notion de professionnel. Elle est hyper importante, c'est qu'on est dans un contexte 100% professionnel. On va échanger de l'information professionnelle, donc sur son identité. On va développer des relations avec des anciens collègues, des anciens élèves, mon ancien patron. Donc ça, c'est sur la partie réseau. Et le contenu, LinkedIn devient, on va dire, la première plateforme d'échange de contenu professionnel. Mais alors, qui sont sur ces réseaux, Christian Gury? On a parlé du nombre, 7 millions pour LinkedIn, 8 millions pour Viadeo en France. Mais finalement, qui sont-ils? Qui sont les gens qui s'inscrivent sur ces réseaux? En fait, pratiquement tous les professionnels qui ont une certaine expertise et qui souhaitent, au-delà de leur job actuel et de leur entreprise, maintenir des contacts vastes et généraux de façon à anticiper un petit peu la suite de leur carrière et se construire une image professionnelle.
Alors, vous parliez de qui est dedans. Alors, il y a un débat sur le sujet de l'âge. Mais globalement, je dirais que les gens sont sur des LinkedIn et des vidéos à partir plutôt de 35 ans. Les plus jeunes ayant tendance à rester encore sur Facebook, même si ce Facebook n'est clairement pas professionnel. Alors, il y a en effet quelques chiffres, hein, c'est Médiamétrie qui donne par exemple l'âge moyen de LinkedIn, 44 ans. Est-ce un problème justement, Xavier Olliel peut-être que vous recherchez à cibler peut-être plus les jeunes Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'aux États-Unis par exemple et en Angleterre, il y a plus de 80% des personnes qui travaillent qui ont un profil sur LinkedIn. On n'en est pas là en France puisqu'on a 7 millions de membres sur à peu près 25 millions de personnes qui sont actifs en France. Donc on a énormément de potentiel. C'est vrai que les premiers quand on a démarré, donc LinkedIn a un peu plus de 10 ans, parce que le site a été lancé le 5 mai 2003 aux États-Unis. C'est vrai que les premiers membres, en fait, c'était plutôt des cadres avec entre 5 et 10 ans d'expérience, voire plus. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une démocratisation, on va dire, de l'usage des réseaux sociaux professionnels en France, avec une représentation de plus en plus, j'ai envie de dire, élargie, toute catégorie socio-professionnelle, tout âge. On a même d'ailleurs, Christian, rabaissé l'âge minimum pour se créer un profil LinkedIn. Mais alors, Nicolas demande, vous savez, c'est aussi le principe de l'émission, que les internautes voilà, ont la parole et peuvent nous interroger directement. Ceux qui utilisent LinkedIn, c'est Nicolas donc, qui demande ça, ne sont-ils pas ceux qui, justement, ont le moins de réseau? Qu'est-ce que vous répondez à ça, Xavier Olliel? Écoutez, de toutes les manières, on verra dans les meilleures pratiques, mais il faut bien démarrer. Donc la première étape, on va dire, sur LinkedIn, c'est de se créer un profil. Il y a une fausse idée. Et on verra après derrière que ça chamboule un petit peu les pratiques de nos recruteurs. Il y a une fausse idée, c'est que les gens qui cherchent du travail sont sur LinkedIn. Alors qu'en fait, quand on fait des statistiques sur LinkedIn, qui sont assez représentatives de ce qu'on va trouver à l'extérieur de LinkedIn, il y a 80% des membres qui sont plutôt passifs. C'est-à-dire qu'on va sur LinkedIn pas forcément pour trouver un travail. Et on a un comportement qui est complètement différent que quelqu'un qui va chercher du travail. Donc pour répondre à notre internaute, je pense que la première étape, c'est de se créer un profil. Et après, derrière, on va voir comment faire pour développer, on va dire, son réseau. Alors, je pense que derrière la question de Nicolas, et je peux aussi moi-même apporter un élément de réponse en me basant sur une émission précédente du mois de mars, je pense qu'il essayait de comparer avec les cercles traditionnels, les réseaux plutôt physiques, hein, que ce soit des réseaux d'anciens d'élèves, que ce soit des clubs de sport, que ce soit des cercles intellectuels et que sais-je. Je recevais Alain Marty en mars, donc Alain Marty, président du Wine et Business Club, et également auteur d'un guide du networking. Eh bien, il nous disait, lui, et ça va vous rassurer, Xavier Olliel, qu'aujourd'hui, eh bien, les réseaux sociaux professionnels en ligne étaient incontournables. Ils n'étaient pas concurrents des réseaux traditionnels, mais évidemment, il fallait y être, même si on fait partie d'un autre réseau. Voilà, peut-être pour compléter la réponse. Seulement, en effet, on l'a dit, on est face à un paradoxe, c'est-à-dire que le nombre d'utilisateurs croît sans cesse, mais vous l'avez rappelé vous-même, eh bien, la majorité des utilisateurs sont passifs. Alors, comment on peut changer la donne? Qu'est-ce que vous offrez, vous, Xavier Olliel, eh bien, à vos utilisateurs? Quels sont les incentives eh bien, pour effectivement… Nos utilisateurs sont très actifs dans leur utilisation. Hein. En France, le mois dernier, selon les stats de Médiamétrie ou Comscore, il y a 6 millions de visiteurs uniques qui sont venus sur le site. Donc, ils sont très actifs, très engagés sur la plateforme. Quand je parlais de leur comportement passif, c'est par rapport à la recherche d'emploi. On ne va pas sur LinkedIn aujourd'hui juste pour trouver un job. On va sur LinkedIn pour développer son identité professionnelle, pour développer son réseau, partager des contenus et, j'ai envie de dire, devenir meilleur dans le cadre de son travail actuel, en participant par exemple à des groupes. C'est dans ce sens-là que je disais qu'ils étaient passifs. Alors, je rebondis sur une étude que vous venez de publier sur le premier emploi et les jeunes. Les jeunes diplômés mettent en avant 3 atouts pour réussir dans leur carrière professionnelle. La ténacité, la confiance en soi et justement le réseau professionnel et notamment sur Internet. Est-ce que les usages sont en train de changer, Christian Guéry? Écoutez, le secret de la réussite d'une recherche d'emploi est le même que celui du recrutement pour un DRH ou pour un entrepreneur.
il faut travailler multicanal. D'ailleurs, les études publiées récemment par le syndicat Syntec, auquel appartient le cabinet d'outplacement Arnold Arpens, avec lequel je travaille, le démontrent bien. Il y a actuellement au moins 6 moyens pour trouver un emploi quand on est vraiment actif. Et il faut l'être parce qu'aujourd'hui, le marché est difficile. Il y a le réseau traditionnel, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Un tiers des gens retrouvent grâce au réseau traditionnel. Les cercles... Disons, les anciens patrons, vos anciens collègues, les anciens fournisseurs, les anciens clients, enfin bref, les gens avec qui vous avez bossé dans le passé. Alors évidemment, quand on est jeune et qu'on débute, ce réseau-là, il est très faible. Et donc cette activité, 33%, correspond plus à des gens un peu plus expérimentés. Après, vous avez les annonces. Ça reste extrêmement important, et en particulier pour les jeunes, les job boards sur Internet, évidemment sur LinkedIn aussi, vous publiez des annonces, mais on en voit aussi sur les journaux, etc. Ça reste extrêmement important, en particulier pour les jeunes. On est à un quart, 25% environ. Et puis après, vous avez 4 autres approches qui se partagent le marché à peu près de façon équitable. Les cabinets de recrutement, avec, d'après l'enquête, 12%, mais enfin bon, une dizaine de pourcents. Les reprises ou créations d'entreprises qui grossissent aujourd'hui, qui sont à peu près à 10% aussi. Les candidatures spontanées qu'il ne faut surtout pas oublier, en particulier quand on pense aux PME, 10% aussi. Et les fameux réseaux sociaux qui aujourd'hui représentent à peu près 7 à 8% du retour à l'emploi. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, ces réseaux sociaux n'existaient quasiment pas du tout. Et sur nos enquêtes à l'époque, en 2004, étaient à peu près à 1%. Donc on est très loin encore. Oui, année après année, ça grossit, et ça n'a pas fini de grossir, ça c'est certain. Mais encore une fois, aujourd'hui, il est absolument incontournable d'être sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Viadeo, ce sont les 2 majeurs en France, mais il ne faut pas forcément en attendre des résultats concrets immédiats, c'est plutôt des résultats indirects. Vous allez trouver un contact par LinkedIn ou par Viadeo, qui va ensuite vous permettre d'entrer en contact physique, inclure la personne dans votre réseau physique, et par ce biais-là, obtenir une offre, etc. Donc voilà, il ne faut rien négliger parce que vous ne savez pas d'où ça va venir. Alors, quels sont les outils? On a bien compris, il faut privilégier une démarche multicanale sur les réseaux sociaux. Néanmoins, quels sont les outils à disposition des utilisateurs? Je repose la question, vraiment des outils précis que vous proposez pour justement faciliter cette démarche de recherche d'emploi. J'ai 2 commentaires. Donc, par rapport à cette étude, en fait, cette étude, elle est faite dans un contexte, comme vous l'avez mentionné, des cabinets d'outplacement. Et par exemple, vous parliez tout à l'heure des offres d'emploi. Aujourd'hui, on propose à des entreprises de poster des offres d'emploi entre guillemets intelligentes, c'est-à-dire qu'il y a un matching qui est fait entre le bon job qui va être délivré à la bonne personne. D'accord, sur LinkedIn. Donc, d'où l'intérêt, on va dire, pour un membre de bien remplir son profil. Il y a une autre information qui est intéressante que vous avez mentionnée, c'est, on va dire, un membre sur LinkedIn, il a la possibilité très facilement de savoir ce qui se passe au sein de quelques entreprises qui l'intéressent, en suivant l'activité d'une entreprise. Ça, c'est un outil. Tous les outils que je mentionne sont des outils gratuits, d'accord ? Il n'y a pas besoin de payer une redevance à LinkedIn pour nos membres. Donc, suivre l'activité d'une entreprise, à chaque fois qu'une entreprise va poster un job ou une news sur LinkedIn, la personne qui suit cette entreprise va en être informée. Donc ça, c'est un outil qui est assez simple d'utilisation. Il y a un autre outil qui commence à être très utilisé, c'est intégrer. Donc le profil, si vous voulez, ce n'est pas comme un CV. C'est un profil qui est complètement dynamique, qui est vivant. On voit de plus en plus de membres de LinkedIn qui mettent à jour leur profil, même quand ils ne cherchent pas de travail. On peut rajouter de la vidéo, des contenus suite à l'intégration, par exemple, de SlideShare. On peut intégrer au sein de son profil. Alors, qu'est-ce que c'est justement SlideShare? SlideShare, en fait, pour faire simple, c'est un peu le YouTube du PowerPoint. D'accord, donc c'est une société qu'on a rachetée il y a quelques années qui booste le nombre de visiteurs uniques sur LinkedIn. Pas une dynamique. Exactement. Et qu'on peut partager sur des son présentations, profil, et publier des présentations, se faire connaître, etc. Alors vous parliez effectivement bien des entreprises, parce qu'effectivement il n'y a pas d'embauche s'il n'y a pas d'entreprise en face des candidats. Pierre-Alexandre demande combien d'entreprises en France utilisent aujourd'hui les solutions LinkedIn et est-ce que ce sont des grands groupes ou des PME ou est-ce qu'il y a les deux?
Alors, dans le monde, il y a 18 000, un peu plus de 20 000 entreprises qui utilisent nos solutions Talent Solutions. Il y a un peu plus de 1000 entreprises en France. Des petites PME, des entreprises de taille intermédiaire, des grands groupes internationaux. 36 entreprises du CAC 40 utilisent des solutions LinkedIn. Voilà, donc ça a démarré il y a 3 ans, la filiale existe depuis 3 ans et puis c'est en pleine croissance. C'était centré sur Paris et puis on voit de plus en plus de clients un peu partout dans les régions, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, etc. Alors, dans votre étude, vous soulignez, il y a un autre point qui est souligné, c'est que 54% des jeunes en premier emploi, en situation de premier emploi, envisagent de changer, d'en changer d'ici 2 ans. Ils ne sont pas totalement satisfaits. Justement, voilà. Tout au long de sa carrière, aujourd'hui plus que jamais, on est amené à changer régulièrement d'emploi. Comment on aborde, au fur et à mesure de l'avancée de sa carrière, les réseaux sociaux? Christian Guéry, peut-être. Alors, je rappelle que vous avez écrit un livre intitulé « Les 5 clés pour réussir ses carrières » où justement vous distinguez 5 étapes dans sa carrière. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, on l'a légèrement abordé tout à l'heure, mais c'est tout à fait vrai. On n'aborde pas sa carrière à 25 ans, comme à 35 ans, comme à 45 ans, comme à 55 ans. Les problématiques sont différentes et les moyens pour rebondir sont différents. Comme je disais tout à l'heure, quand on est jeune, c'est plutôt les job boards et les annonces. Quand on a 35 ans, c'est plutôt les cabinets de chasse de tête qui fonctionnent. À partir de 45 ans, on est plutôt dans le réseau. Et tout au long de la vie, les réseaux sociaux, comme LinkedIn, sont utiles. Alors, ce qui est très important à dire, et je pense que c'est ce que vous mentionnez tout à l'heure, c'est qu'on ne construit pas son réseau au moment où on en a besoin. Quand on cherche un job, si on commence à construire son réseau à ce moment-là, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. C'est très difficile. Pour pouvoir construire son réseau et l'utiliser au moment où on va en avoir besoin, il faut avoir commencé avant. Et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Les gens travaillent leur réseau sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le réseau traditionnel, avant d'être en recherche d'emploi. Et à ce moment-là, au moment où ils basculent en recherche d'emploi, eh bien, ils peuvent l'amorcer, le dynamiser et le renforcer. Mais s'il n'existe pas, s'il n'y a pas de graines qui ont été semées auparavant, c'est extrêmement lourd et difficile parce que le réseau, ça prend du temps. Là, sur le réseau, il faut construire de la confiance, il faut que les gens vous sentent solides et résistants, et vous ne construisez pas la confiance en 15 jours. Xavier Oliel, peut-être un commentaire là-dessus? Moi, je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, on parlait de l'âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le réseau LinkedIn, il y a 30 millions d'étudiants. C'est la catégorie qui connaît la plus forte croissance aujourd'hui. Et on propose, on va dire, des outils pour les étudiants aujourd'hui, pour les aider. C'est des outils d'aide à la décision, pour les aider à sélectionner leur école. Alors, juste une petite anecdote, moi j'ai eu mon bac en 1990. Quand j'ai voulu sélectionner mon école, j'ai demandé à mon père, qui a demandé au voisin, et le voisin a demandé à son neveu, et finalement j'ai fait la même école d'ingénieur que mon beau-frère. J'en suis ravi. Aujourd'hui, grâce aux données qu'on a sur LinkedIn, quelqu'un qui est par exemple en seconde ou en première et qui a envie de devenir directeur financier ou directeur commercial, il a sur LinkedIn de manière gratuite la possibilité de savoir quelles sont les écoles qui produisent les directeurs financiers les plus successful, en anglais, dans le monde. Donc on a des outils comme ça pour les aider et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'étudiants qui viennent sur LinkedIn pour commencer dès le plus... C'est un outil de recherche avancée, c'est ça? Non, ça c'est juste un outil pour les étudiants. En fait, ça s'appelle les pages université. En gros, on a une intégration avec tout ce qui est pages université, les écoles et les anciens élèves qu'on appelle des alumni. Donc en fait, en gros, l'étudiant, il peut avoir un point d'entrée qui est l'école, il peut avoir un point d'entrée qui est le type de job, et on va lui dire quelle est l'école ou quelle est l'université. C'est une solution payante, par exemple? Non, c'est gratuit. C'est gratuit, mais qui est accessible uniquement aux étudiants ou à tout à chacun via son... Elle est accessible à tout le monde. Maintenant, elle est très utilisée par les plus jeunes de nos membres. Alors, oui, Christian Guéry. Non, je ne voulais pas vous interrompre, mais sur ce sujet-là, j'ai eu l'occasion, il y a 2 ans, de participer à un travail qui a été mené par l'École centrale de Paris, sur la nécessité... On rappelle que vous êtes effectivement diplômé de l'École centrale de Paris et que vous avez géré les relations de diplômés pendant plusieurs années. Je me suis occupé du suivi des carrières des alumni, comme vous disiez, pendant quelques années. Et dans ce cadre-là, j'ai participé à un travail qu'a fait l'École centrale pour justement
apprendre à utiliser LinkedIn, Viadeo, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, de façon à se faire connaître auprès des jeunes qui sont en classe prépa, parce que c'est là le secret. Donc, et d'ailleurs, la CGPME a passé récemment un accord de partenariat avec Facebook pour la même raison, pas tellement pour recruter, mais pour pré-recruter, c'est-à-dire se faire connaître, parce que les PME, c'est leur problème. Hein. Ils ont beaucoup de mal à trouver des talents parce qu'ils sont inconnus. Et donc, ils utilisent LinkedIn, Facebook, etc., pour que les gens apprennent à les connaître et derrière fassent de la candidature spontanée, par exemple. D'où ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ça, c'est interrelié. On est obligé d'être partout. Alors, voilà, les recruteurs sont obligés d'être partout. Ils sont face effectivement aujourd'hui finalement à non plus à une pénurie d'offres de travail, mais à finalement une abondance. Et l'enjeu eh bien, pour les candidats, eh bien, c'est d'émerger de la masse. Et donc nous allons rentrer dans cette séquence, eh bien, conseil aux candidats. Et dans un premier temps, je voudrais vous poser la question, eh bien, comment on fait pour optimiser son profil sur un réseau social, sur LinkedIn. Évidemment, Xavier Olliel, eh bien, pour justement eh bien, attirer l'attention des recruteurs. Je crois qu'il faut investir un peu de temps sur les réseaux sociaux professionnels de manière générale, sur LinkedIn en particulier. Alors, quelques bonnes pratiques. Il faut mettre une photo. Voilà. Basique, mais il faut y penser, pas basique. Tout le monde là. Voilà, il faut mettre une photo, il faut bien décrire, il faut avoir une accroche, même si ce n'est pas un CV, encore une fois, il faut avoir une accroche, on va dire, dans la partie résumé. Il ne faut pas hésiter à décrire des projets, des compétences, et ça c'est valable pour tous les membres. Hein. Si on est pâtissier, on peut avoir des compétences dans la viennoiserie, si on est ingénieur Java, on peut avoir des compétences particulières par rapport à ça. Donc il ne faut pas hésiter à expliquer ce qu'on a fait. Le contenu, donc ça c'est hyper intéressant. Ça nécessite, on va dire, c'est une fonctionnalité un petit peu avancée. Vous savez, c'est un peu comme Excel, hein. Il y a 150 fonctionnalités et finalement on n'utilise que 10 ou 15 fonctionnalités. J'invite les membres à investir un peu de temps pour bien comprendre le profil, se connecter avec des gens, pas se connecter avec tout le monde. On va se connecter avec des anciens élèves, on va se connecter avec ses patrons, ses collègues, ses futurs clients, ses clients existants, etc., etc. Donc il y a vraiment la partie... Choisir justement, parce que est-ce qu'on est à la course au nombre de contacts? Est-ce que c'est important d'avoir... L'idée, c'est de créer une opportunité économique pour tous les talents dans le monde. Donc par exemple, dans mon cas, quand je reçois une demande de connexion, je me dis, est-ce que j'ai déjà travaillé avec cette personne dans le passé? Est-ce que je la connais? Puis je me connecte avec cette personne, c'est le cas. Ou bien si je ne connais pas cette personne, est-ce que cette personne... je peux avoir une opportunité économique. Est-ce qu'on peut faire du business ensemble dans le futur? Et dans ce cas-là, je me connecte avec cette personne. J'invite les internautes. Il y a quelqu'un dans notre équipe qui a un super profil qui s'appelle Olivier Sinson, S-I-N-S-O-N, avec toutes les meilleures pratiques, la photo, pas mal de contenu qui est partagé. C'est un profil qui a été créé par Vosson, c'est un vrai profil? Ah non, c'est un vrai profil, hein. C'est un collègue avec qui j'étais tout à l'heure, j'aurais pu vous donner. Voilà. Donc il y a des compétences, il y a un certain nombre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté, même si ce n'est pas le sujet, de l'autre côté, les recruteurs, donc là, solution payante, vont pouvoir chercher les profils en intégrant. C'est important quand même de connaître effectivement les solutions adressées aux entreprises pour justement adopter les bons comportements. Est-ce qu'on sait que par exemple pour un site internet, l'importance des mots-clés, est-ce que sur un profil LinkedIn, il faut effectivement placer des mots-clés dans son profil? Tout à fait, comme en fait le principe par exemple des annonces, c'est de faire un score, hein, donc de faire un matching entre le profil et puis l'offre d'emploi. Donc moi j'invite les membres à rajouter des mots-clés comme vous le mentionnez. On peut faire 2 versions du profil. On peut faire une version en langue française, on peut faire une version en langue anglaise. Vous avez vu dans l'étude qu'on a menée avec le CSA, il y a pas mal de jeunes qui souhaitent aussi évoluer à l'international. Ça, c'est une bonne pratique. Et encore une fois, participer à des groupes. Plus de 1,5 million de groupes, je crois, sur LinkedIn. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on pourra le mettre à jour, mais à participer à des groupes thématiques pour devenir meilleur dans le cadre de son travail. Et juste une petite pratique que j'utilise moi à titre perso, c'est que je passe un peu de temps toutes les semaines à suivre des posts, donc des papiers publiés par nos influenceurs. On a 500 influenceurs sur LinkedIn. Donc ça va de Richard Branson au PDG de L'Oréal, à Jacques Attali, etc., qui postent sur LinkedIn du contenu. Donc moi, je passe du temps à lire un petit peu. Il y a pas mal de conseils sur le management, il y a pas mal de conseils sur le développement de sa carrière.
Comment on optimise son profil? Est-ce que vous avez... C'est assez juste en fait. La première chose, que ce soit un CV, un profil, une lettre de motivation, un coup de fil, la première chose à faire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Voilà, si vous n'orientez pas les choses, les gens vont se tomber sur, comment dirais-je, une liste à la Prévert de compétences ou une liste BHV de compétences, et puis ils ne sauront pas quoi faire avec votre profil. Donc la première chose, c'est de savoir à peu près ce que vous voulez. Alors, je crois que Et de l'afficher aussi bien sur le profil, hein, en titre, que sur votre CV, quoi. Qui vous êtes et qu'est-ce que vous cherchez à faire. Alors, vous posez justement la question, vous l'avez évoqué aussi Xavier Olliel, du résumé. Moi, en me baladant sur Internet, j'ai pu me rendre compte à quel point les consultants justement en ressources humaines et notamment des consultants américains mettaient en avant l'importance du résumé et avec cette idée eh bien, d'insérer de l'émotion. On n'est pas sur là du factuel, mais on est vraiment sur du personal branding, du marketing personnel. Comment vous pourriez conseiller eh bien, nos candidats qui nous écoutent dans la rédaction de ce résumé? Quelles sont peut-être les bonnes questions à se poser? Alors, premier truc, le titre. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux être directeur marketing? Est-ce que je veux être ingénieur R&D? Enfin bon, qu'est-ce que je veux faire? Voilà. Ça, c'est clé parce que ça permet au recruteur de ne pas perdre son temps et à vous non plus. Pas être convoqué pour un truc qui ne vous correspond pas. Et après, le résumé, alors c'est quelques lignes. Hein, j'en ai vu qui font 10-15 lignes, ça c'est vraiment trop long, mais 3-4 lignes dans lesquelles on va faire figurer tous les mots-clés qui correspondent à un besoin. Sachez que pour les CV, vous avez dit que les choix sur LinkedIn se faisaient par mots-clés, mais sur les CV, c'est pareil. Quand les CV arrivent dans les entreprises, il y en a plusieurs centaines pour un poste, et la première sélection se fait sur les mots-clés. Même parfois avec des programmes d'ordinateur. Donc il faut que tous les mots-clés figurent là. Et puis alors, le côté émotion, ça c'est un vrai truc. Mais ça intervient plus, je dirais, lors du premier contact oral qu'à ce niveau-là. C'est un peu tôt pour l'émotion, je dirais. J'ai un exemple de résumé. À l'âge de 5 ans, à l'aide de cartons et de ramettes, j'ai créé mon premier business de fabrication d'avions en papier. Est-ce que effectivement c'est impactant ça comme résumé? Écoutez, encore une fois, ça dépend du contexte. On a tous une expérience comme ça Ça dépend du contexte. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a la capacité, donc sur LinkedIn, on a des capacités donc, de ciblage, de targeting qui sont très précises. Ça dépend du contexte. Alors, quelles sont les bonnes questions à se poser, Xavier? En fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de mentionner. Je crois que là, on l'a vu dans le résultat de l'étude, il y a la valeur ténacité, bosser dur, la valeur travail qui ressort chez ces jeunes gens. Je crois qu'il ne faut pas hésiter, en fait, hein, dans la partie résumé, à expliquer qu'on aime bien bosser, qu'on aime bien le challenge, qu'on a confiance en soi, ça ressort aussi. Moi, je crois qu'il faut vraiment être authentique. Il ne faut pas hésiter, en fait, à lister donc, des certifications aussi, dans la partie résumé, des certifications, des savoir-faire, participer à des associations. Et c'est ça, enfin, ça contribue à sortir du lot. Voilà. Pour revenir sur votre exemple précis, là, si cette personne cherche un job dans la R&D où on va lui demander de la créativité, c'est génial d'avoir mis ça. Mais s'il cherche un job de comptable, c'est nul, il ne faut pas le mettre. Vous voyez, tout doit être orienté par rapport à ce que vous cherchez à faire. Voilà. Premier. Voilà. Alors, il y avait une notion, moi, qui m'est restée de l'émission que j'avais fait donc, vraiment sur les réseaux au sens large, avec Alain Marty et Agnès Fourcade, donc présidente de Femmes Business Angel. Ces deux invités mettaient en avant vraiment l'aspect fondamental de donner avant de recevoir. Est-ce que dans le cadre d'un réseau virtuel, c'est également la même chose? Il faut d'abord donner pour recevoir sur LinkedIn, par exemple? C'est ce qu'on préconise à nos clients entreprises. Puisque la partie Talent Solutions, c'est les solutions de recrutement et de développement de la marque employeur. Donc effectivement, ces entreprises clientes donnent un certain nombre d'informations, un certain nombre d'éléments sur pourquoi il fait bon vivre au sein de leur organisation, par exemple. Donc effectivement, il y a cette partie-là. Pour le membre, je crois qu'il faut... Par exemple, on parlait des groupes. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas seulement être passif, mais il faut également apporter du contenu soi-même dans le groupe? C'est comme ça qu'on va finalement effectivement générer des relations fructueuses? Tout à fait. On peut partager son expertise sur un sujet particulier, ou le simple fait de partager, on va dire, il y a une revue de presse sur LinkedIn qui est accessible de manière gratuite qui s'appelle LinkedIn Pulse. Le fait de recevoir, de lire un article et de le partager au sein de sa communauté, c'est aussi une première étape. Christian Gury? Oui, tout à fait. Sa dimension de donner. D'accord, il faut donner avant de recevoir. Ça,
C'est les règles de la vie, quoi. Et sur LinkedIn, c'est pareil qu'ailleurs. Alors, par contre, effectivement, dans la mesure où on parle multicanal, il faut quand même faire attention à un danger. Excusez-moi, mais c'est un truc que j'ai rencontré sur des candidats qui m'expliquaient: ah ben moi, j'ai pas besoin de faire de réseau et de rencontrer les gens dans les cafés. C'est pas la peine. J'ai 2540 amis sur LinkedIn et Viadeo. Donc ça sert à rien. C'est bon. Tous les jours, je vois des milliers de gens. Ça, c'est nul. C'est vraiment pas bon, quoi, parce que globalement, on se pourrit complètement le réseau. Donc, quand on est en multicanal, il faut consacrer du temps à chaque chose. Alors, vous parliez tout à l'heure d'1h30 par jour sur les réseaux sociaux. Quand on est en recherche active, c'est un peu beaucoup. Il y a d'autres trucs à faire. Il faut regarder les annonces, il faut envoyer des candidatures spontanées, il faut cibler les entreprises qui vous intéressent pour regarder leur évolution, qu'est-ce qu'elles ont à dire, etc. Donc, voilà, il faut savoir garder la mesure et s'assurer une présence sur l'ensemble des différents moyens de communication. Donc voilà, 1h30 par jour, ça me paraît un tout petit peu beaucoup, sauf si vous êtes un super expert. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi développer un site internet, avoir un blog, communiquer, parce que sur internet, on peut aller au-delà. Hein. Si vous êtes un jeune débutant, LinkedIn, ça suffit. Mais si vous êtes un expert, par exemple, je ne sais pas moi, en marketing opérationnel, vous allez peut-être vouloir créer un blog, avoir un compte sur Twitter et augmenter encore votre présence Internet. Alors, je vous ai vu acquiescer, Xavier Olliel, sur cette dimension physique. C'est effectivement quelque chose que vous n'excluez pas sur LinkedIn? Oui, tout à fait. Tout à fait, je ne l'exclus pas. Je vais juste rebondir en fait sur un élément là, moi, qui m'a frappé dans l'étude, c'est qu'il y a pas mal de ces jeunes gens qui attendent de leur entreprise une montée, qu'elle les aide à monter en compétences sur un certain nombre de sujets. Ils peuvent monter en compétences déjà par eux-mêmes sur des réseaux sociaux professionnels, sur LinkedIn en particulier, en participant à des groupes thématiques, des groupes technologiques, etc. Ça, c'est hyper important de monter en compétences. Il y a un autre point aussi, quand vous parliez, 54% pensent quitter leur poste dans les 2 ans. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les jeunes gens, ils comprennent pas très bien en fait ce qu'ils peuvent faire au sein de l'organisation. Et moi, je les invite, et là c'est du physique, je les invite à aller voir leur patron, à aller voir leur manager, et à essayer de comprendre un petit peu, discuter sur les compétences qu'ils souhaiteraient acquérir et de prendre en main vraiment leur chemin de carrière. Parce que souvent, ces jeunes gens, au bout de 2 ans, vont partir parce que voilà, ils ont l'impression d'avoir fait le tour. Et puis, il ne faut pas hésiter en fait, à faire exactement. part de ses doutes, de ses questions, Exactement. de sa volonté d'évoluer, d'en parler directement à sa hiérarchie. Et un point qui est extrêmement important, c'est de définir donc, un ensemble de compétences à acquérir, mais des compétences comment dire, entre guillemets, qu'on kiffe. On a envie d'apprendre ces compétences. Apprendre des compétences qui ne nous plaisent pas, ça ne sert à rien. Et je pense qu'avec des outils comme des réseaux sociaux comme LinkedIn, voilà, l'individu peut passer du temps à comprendre ce qui se fait dans le monde, élargir, on va dire, ses horizons. Et lui-même peut-être influencer le réseau. Et ça sera la dernière question, et c'est une question d'un internaute. Le grand Max, comment devenir influenceur sur LinkedIn? Ça prend du temps. D'abord, il faut avoir une compétence sérieuse sur un sujet. Voilà, pour pouvoir se positionner par rapport on ne peut pas tout savoir de tout. Donc il faut avoir une compétence identifiable, quoi. Et puis après, eh bien, il faut publier, il faut informer, il faut se tenir au courant. Et vous avez raison, il faut voir ce qui se passe dans les différents groupes. Et il faut participer à cet ensemble. Alors, devenir influenceur sur LinkedIn, la question que je voudrais retourner à cet internaute, c'est pourquoi faire? Il n'y a pas besoin d'être influenceur sur LinkedIn pour mener sa carrière. Donc, être influenceur sur LinkedIn, d'accord, mais encore une fois, pourquoi faire? Il y a deux. C'est une excellente question. Alors, on pourrait lui reposer à cet internaute. Soit il parle du programme influenceur, donc je vais répondre là-dessus, soit effectivement il parle de comment on devient un leader d'opinion. Donc sur la partie influenceur, il y a 500 influenceurs dans le monde. C'est un programme qui est génial, où en fait c'est les grands, entre guillemets, les grands de ce monde, Richard Branson, Barack Obama, Jacques Attali, etc., qui vont poster des papiers sur LinkedIn et qui vont être suivis par une grande communauté. Il y a plus de
Donc, On moi, l'a bien compris. voilà, il y a plus de 4 millions de personnes qui suivent Richard Branson, par exemple. Ça, c'est le programme influenceur. On est en train de démocratiser cette fonctionnalité. On est en train de l'ouvrir petit à petit à tous les membres de LinkedIn. Sur cette année, on va le faire pour que chaque membre puisse poster un papier sur un sujet qui lui tient à cœur. Exactement. À chacun Exactement. d'être son propre média et de devenir lui-même influenceur. Alors. Exactement. D'accord. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu aux questions des internautes et aux miennes. La semaine prochaine, eh bien, je recevrai le directeur général d'O2, entreprise de services à domicile. Hein, vous le savez, le secteur des services est un secteur pourvoyeur d'emploi. Donc, nous lui posons toutes les questions pour savoir comment rentrer chez O2. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.